Les membres du gouvernement heureux de se retrouver aux côtés du chef de l'État hier. Le gouvernement qui peut compter sur la Banque mondiale. C'est l'assurance donnée hier par Bertrand Badré, reçu par le président Alassane Ouattara. La synthèse de cette audience dans votre journal. Aujourd'hui, journée mondiale du rein autour du thème « Maladie rénale et vieillissement ». Le gouvernement ivoirien mise sur la sensibilisation et les campagnes de dépistage gratuits. Premier procès lié au génocide rwandais, la perpétuité requise contre Pascal Simbi Kangwa, premier Rwandais jugé en France en lien avec le génocide 20 ans après le drame. Bienvenue à tous. Commençons ce journal par cette information. Le président de la République du Ghana, John Dramani, arrive à Abidjan cet après-midi pour manifester aussi sa solidarité au président Alassane Ouattara. Le président de la République et les ministres qui ont repris du service hier. Il y a eu donc conseil des ministres. La rencontre a été marquée par un léger réaménagement technique du gouvernement. Des décrets ont été aussi signés et plusieurs dossiers examinés, dont le recensement général de la population ivoirienne. Jérôme Kofi, Abolé. C'est par un standing ovation que le président Alassane Ouattara a été accueilli dans la salle du Conseil. Une façon pour les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, d'exprimer leur joie de retrouver sain et sauf le chef de l'État après un mois d'absence pour raison de santé. Le président Alassane Ouattara, visiblement ému, s'est dit aussi heureux de reprendre du service. Il n'a surtout pas manqué de féliciter les membres du gouvernement pour leur comportement exemplaire au travail durant son absence. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous féliciter, ainsi que tous les membres du gouvernement, pour votre ardeur au travail. Vous m'avez régulièrement rendu compte de l'activité gouvernementale et je suis heureux que le gouvernement ait continué son bon fonctionnement pendant mon absence. À présent, comme l'a indiqué Monsieur le Premier ministre, nous devons poursuivre la mise en œuvre des importants chantiers que nous avons lancés, avec pour objectif l'amélioration du quotidien de nos compatriotes, la réduction du coût de la vie et bien sûr la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Un peu plus d'une heure d'horloge, c'est le temps qu'a duré ce conseil avec à son ordre du jour plusieurs sujets, notamment le démarrage pour bientôt du 4e recensement général de l'habitat et des populations. Le porte-parole du gouvernement, saisissant l'occasion du point presse, a fait une clarification sur les images publiées de Blé Goudé et de Jean-Yves Dubeaupieux par certains journaux. Pour Bruno Nabagné-Koné, il s'agit d'un montage. Ces images sont un montage grossier. Ces images, c'est une mise en scène qui est faite par quelqu'un dont nous ne connaissons pas les motivations. Vous êtes tous en Côte d'Ivoire, vous savez le nombre de personnes qui étaient en prison et qui sont sorties de prison. Et vous avez pu voir l'état dans lequel ces personnes-là sont sorties de prison. Donc, il n'y a pas de raison que ça change ici. Ce que nous pouvons dire aussi, c'est que ce monsieur ou ces personnes-là ne résident même pas dans le lieu où ces photos-là auraient été prises. Elles sont, pour leur propre protection, donc en lieu sûr, dans une habitation où elles sont correctement traitées. Une autre décision importante au cours de ce Conseil des ministres, le réaménagement technique intervenu avec M. Niamien Konan, désormais au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, quand M. Cissé Bakongo le remplace au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le jeudi 20 mars. Et c'est juste après le Conseil des ministres d'hier que le chef de l'État a reçu le directeur général en charge des finances de la Banque mondiale. Le président Alassane Ouattara et Bertrand Badré ont une convergence de vues sur les questions de développement. Jérôme Kofi Abolé. Une scène de liesse totale au palais présidentiel ce mercredi 12 mars 2014. Le personnel de la présidence de la République n'a pas trouvé mieux pour accueillir le président Alassane Ouattara après environ un mois d'absence pour cause de maladie. La joie donc au comble, ce personnel n'a jamais été aussi heureux de revoir le patron regagner ses bureaux en pleine forme après ce moment de convalescence. Hommage tout à fait particulier, c'est du moins la surprise faite au président de la République au moment même où il a décidé de se rendre au palais pour honorer le rendez-vous donné à une délégation de la Banque mondiale.
Et avec cette délégation qu'il a effectivement reçue, le président de la République a échangé sur le développement de la Côte d'Ivoire, bien entendu. On a fait une discussion très générale sur l'ensemble des questions qui sont au cœur des ambitions de la Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse des travaux sur les infrastructures, de la structure financière, de l'éducation, toute une série d'autres sujets. Je pense que nous pouvons travailler la main dans la main à poursuivre ce qui a été entrepris depuis quelques années, et encore une fois avec de vraies ambitions. On n'est pas dans le vague, on va être dans le concret, et c'est ça qui nous intéresse. On est une institution qui est orientée vers l'action avec les autorités publiques, orientée vers l'action avec le secteur privé. C'est ça qui fait la spécificité de la Banque mondiale, c'est qu'on travaille sur l'ensemble des acteurs, et c'est ça qui nous permet de travailler de manière très optimiste avec les autorités de la Côte d'Ivoire. Cette audience, on peut le dire, a constitué pour le président de la République la mise en train de sa journée de travail parce que précédant le Conseil des ministres prévu ce mercredi. Et en image, la CPI décide de maintenir l'ancien chef de l'État en prison. Décision rendue publique hier par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. Décision dans laquelle la Chambre estime qu'aucun changement n'est intervenu sur les circonstances pertinentes concernant la nécessité de maintenir Laurent Gbagbo en détention pour garantir qu'il comparaîtra devant la Cour et qu'il ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la justice. Cette décision est la 5e du genre dans le dossier ouvert devant l'administration du haut pénitencier de La Haye depuis que Laurent Gbagbo y a été transféré fin 2011. Et les photos officielles de l'un des proches de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, ont été publiées par le gouvernement. Cette publication a été faite par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à travers la page Facebook du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Le gouvernement, vous l'avez entendu tout à l'heure, qualifie de montage grossier les images de Charles Blé Goudé, l'ex-leader des Jeunes Patriotes, et de Jean-Yves Dibopieux qui circulent depuis lundi sur les réseaux sociaux et relayés par certains médias nationaux. Destination la primature où l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire et une délégation de l'agence de coopération japonaise ont été reçus par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les échanges entre le chef du gouvernement et ses hôtes ont porté essentiellement sur des sujets d'ordre économique. Les détails avec Victorine Yaoyobwe. L'agence de coopération japonaise JICA veut construire un débarcadère à Sassandra. Le projet est encore à l'étude, mais le gouvernement ivoirien tient à sa réalisation. L'enjeu, l'infrastructure devrait permettre de moderniser la pêche et de lutter contre la pauvreté dans la région du Boclé. Ce projet de débarcadère est à l'étude. Le rapport va être livré et je suis convaincu que la JICA, comme l'a dit le responsable, va appuyer le dossier pour que nous puissions disposer donc d'un débarcadère. Mais tenez-vous bien, le Japon s'engage, si le dossier est adopté, à construire un marché pour la ville de Sassandra, puisque le site actuel du marché va être utilisé pour la construction donc, du débarcadère. Notre chef de mission va rentrer au Japon. Il sera notre avocat de bien expliquer, convaincre le gouvernement japonais une fois adopté et on envoie la prochaine mission de concept de base. Quant à l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, reçu également par le Premier ministre, il dit être venu échanger plus tôt avec le ministre de l'Économie et des Finances. David Vogelsinger est en fait venu annoncer de nouveaux investisseurs suisses en Côte d'Ivoire. Mais avant, il voudrait des solutions aux préoccupations des opérateurs économiques suisses déjà installés dans le pays. Nous avons parlé d'investissements importants suisses qui sont prévus dans un avenir proche, mais nous avons aussi parlé d'un certain nombre de problèmes qui préoccupent des investisseurs suisses déjà présents. Le Premier ministre m'a expliqué la politique du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Il a aussi des problèmes dans les domaines fiscaux, des droits de douane, d'attribution de terrains industriels. Donc sur tous ces points, le Premier ministre m'a rassuré. Donc je suis extrêmement satisfait de cet entretien.
Qui sont les nouveaux investisseurs suisses qui ont choisi la destination Côte d'Ivoire? L'information, selon l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, sera donnée très prochainement par le chef du gouvernement, Daniel Kablon-Duncan. Et la délégation de la coopération japonaise, après 2 semaines de prospection sur le terrain, a décidé de construire un port de pêche dans la ville de Sassandra. Les populations ont tenu à exprimer leur gratitude aux Japonais. Reportage Iné Valère, commentaire Thérèse Tapeyobwe. L'espoir renaît enfin dans la région de Sassandra. La coopération japonaise a décidé de l'aménagement en infrastructure plus moderne du port de pêche de la ville. Isao Koya, chef de la délégation japonaise, qui séjourne depuis 2 semaines dans la cité du Gbokle, a répondu positivement à la requête du gouvernement ivoirien appuyé par les autorités de la région. Les élus et les populations expriment leur joie de voir Sassandra amorcer un nouveau départ. Nous sommes allés voir le ministre Agumani et nous lui avons dit de faire venir ce port-là à Sassandra. Je voudrais que le frère du Japon comprenne que ce port-là, c'est notre vie. Dieu merci qu'avec le président Ouattara et vous qui êtes venus, vous avez envoyé le port et bien nous serons sauvés. Les travaux de modernisation de ce port de pêche comprennent 3 composantes. Il s'agit de la construction d'établissements, de la fourniture d'équipements, enfin de la formation et entretien des infrastructures. Un projet qui va changer le visage de la ville, résoudre en grande partie le problème de chômage et engendrer l'implantation de nombreux services. Sassandra est la 3e zone productrice de ressources halieutiques après Abidjan et San Pedro. Et puis cette information, le président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume, informe, mesdames et messieurs les députés, que la 2e Assemblée générale africaine des parlementaires pour la population et le développement se tiendra du 17 au 20 mars 2014 en Côte d'Ivoire. Cette importante rencontre réunira environ 120 parlementaires provenant des 54 États membres de l'Union africaine, ainsi que des parlementaires venant de la région arabe, de la région Asie, de la région Europe, des représentants de la Commission de l'Union africaine et des représentants de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. L'objectif de cette Assemblée générale est de renforcer les capacités des parlementaires sur le processus en cours en matière de développement et de la population. Les acteurs du circuit financier de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody se forment sur les procédures de passation de marchés publics, s'inscrivant dans une démarche qualité dans le souci de maîtriser leur budget et leurs dépenses. Les autorités de l'Université Félix Houphouët-Boigny veulent s'approprier les nouvelles réglementations en vigueur concernant le code des marchés publics. Christelle Menant pour plus de détails. Environ 500 millions de francs CFA. C'est le montant des marchés passés par l'Université Félix Houphouët-Boigny en 2013. Cette année 2014, ce chiffre pourrait connaître une hausse. La direction des affaires financières et des moyens généraux de l'université entend attribuer plus de marchés vu l'accroissement de ses besoins. Pour mieux contrôler les dépenses et le budget, les acteurs financiers de l'université veulent davantage maîtriser les procédures de passation de marché. La procédure de passation de marché est aujourd'hui dans l'exécution du budget perçu comme un indicateur de bonne gouvernance. Nous avons un nouveau code des marchés. Notre objectif, c'est de nous l'approprier. Pour le renforcement des capacités de ses comptables et ordonnateurs de dépenses, l'université a fait appel à la direction des marchés publics. Disons que nous, la formation et le renforcement des capacités font partie de nos missions principales, régaliennes, parce que ce sont des mesures d'accompagnement, d'appui à la bonne gestion des crédits qui sont mis à la disposition des services. Selon la présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny, la formation entre dans le cadre d'une démarche qualité et d'innovation en matière de gestion. L'université Félix Houphouët-Boigny, c'est une université performante, innovante. Elle vient de mettre maintenant un programme de renforcement des capacités des gestionnaires de l'université. 6 modules, dont l'expression des besoins à la planification des lignes à marché, sont au programme de cette formation. Aujourd'hui, Journée mondiale du rein, une occasion d'attirer l'attention du grand public sur la gravité de la maladie du rein. Cette année, le thème de la journée est « Maladie rénale et vieillissement ». Le gouvernement ivoirien mise sur la sensibilisation et les campagnes de dépistage gratuits, nous dit Maïsako.
Avec environ 600 millions de personnes affectées dans le monde selon des chiffres officiels, les maladies rénales constituent un véritable problème de santé publique. La structure anatomique et le fonctionnement du rein sont modifiés par des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète et certaines infections. Le thème de la Journée mondiale du rein 2014, maladies rénales et vieillissement, illustre bien cette appréhension liée aux interactions entre de multiples pathologies et altérations fonctionnelles liées à l'âge. En Côte d'Ivoire, 4 greffes rénales ont été réalisées depuis 2012 et 500 patients sont traités par hémodialyse, dont plus de la moitié dans les 3 centres publics du SAMU et des centres hospitaliers universitaires de Treichville et de Yopougon. Pour accompagner les malades dialysés, le gouvernement a mis en place une subvention ramenant le coût des séances de dialyse dans le public de 2500 francs CFA à 1750 francs CFA, soit une réduction de 30%. En vue du renforcement des capacités des centres publics, 2 nouveaux centres de dialyse ont vu le jour à Boaké et à Yamoussoukro. 2 autres centres devraient ouvrir leurs portes d'ici fin 2014 à Gagnoa et San Pedro. Pour sensibiliser les populations à l'offre des services de prise en charge, le gouvernement ivoirien lance un appel à la mobilisation. Qu'à l'occasion de cette commémoration de la Journée mondiale du rein 2014, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida organise le jeudi 13 mars, dans les communes de Port-Bouët et du Plateau, des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuit de la maladie rénale pour le grand public. La journée mondiale de la radio, vous le savez, a été célébrée le 13 février dernier, mais en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que l'événement est commémoré. Le thème national est la radiodiffusion, outil de développement et de promotion de l'égalité des genres. À cette cérémonie, le ministre de la Communication a été représenté par M. Kone Mamadou. Dans son message, il a souligné que la radio doit être au service de la population, surtout de la femme, car selon l'UNESCO, 1/4 des informations de la radio concernent les femmes. Et nous reviendrons largement sur cet élément dans notre édition de 20 h. Ces informations relatives à la dernière session du Conseil national de la presse, le CNP réuni en session ordinaire a accepté le recours en grâce introduit par la société éditrice du quotidien Le Monde d'Abidjan. Quant au recours introduit par la société éditrice du quotidien Le Jour Plus, ce recours a été rejeté, de même que celui introduit par le journaliste Traoré Moussa suite au retrait de sa carte professionnelle de journaliste. L'ONG Ivoire Leadership Association vole au secours des jeunes du département de Ouaninou. Elle met à leur disposition un fonds d'une valeur de 2 millions de francs CFA pour la réalisation des activités génératrices de revenus, nous dit Mamadou Kwasi. Situé à une vingtaine de kilomètres de Touba, chef-lieu de région, Ouaninou est l'un des départements les moins avancés de la région du Bafing. La ville de Ouaninou elle-même souffre d'une insuffisance en infrastructures socio-économiques. À cela s'ajoute une jeunesse encore à la traîne, car en manque d'activité pour faute de moyens financiers. L'ONG Ivoire Leadership Association s'engage à leur côté pour réparer cette injustice. Elle met à leur disposition un fonds de financement des activités génératrices de revenus. Pour la première phase, une dizaine d'entre eux ont été formés à la gestion entrepreneuriale. Ils reçoivent chacun une enveloppe de 50 à 150 000 francs CFA pour le financement de leurs projets dans le domaine agricole. Un véritable soulagement pour les autorités municipales qui font de l'auto-emploi une priorité à Ouaninou. Je voulais dire merci à tous les jeunes. Je voulais leur demander de nous faire confiance et que nous allons continuer de chercher en tout cas des projets pour eux, pour leur bien-être, pour que chaque jeune en tout cas puisse se prendre en charge, pour que nous soyons à l'abri en tout cas de beaucoup de choses. Après Ouaninou, l'ONG Ivoire Leadership Association mettra le cap sur d'autres régions de la Côte d'Ivoire pour l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse ivoirienne. Et vie professionnelle justement et vie de famille, deux réalités pas faciles à concilier pour la femme, tant les exigences sont grandes. Cependant, il existe quelques astuces. La question était au centre d'une conférence dans les locaux de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. Le point avec Guy Roger et Mamadou Kwasi. Restauratrice de son état, Clarisse Amicha est au quotidien aux petits soins de ses clients. Aux heures d'affluence, cette mère de famille n'a plus de temps pour ses enfants. Pourtant, sa maison se trouve à un pas de son activité professionnelle.
Idem pour Makati Dosso, chef d'entreprise. Elle reconnaît la difficile conciliation entre la vie professionnelle et la vie des familles. J'avoue que ce n'est pas tous les jours facile, c'est vrai, parce que, comme tout le monde doit s'en douter, la restauration, c'est un métier qui demande beaucoup de temps. Mais en même temps, je suis mère de 3 enfants, mariée, donc il faut effectivement apprendre à faire la part des choses. Comment concilier chez la femme ces deux réalités qui bien souvent sont en conflit? Mais Diallo Geneviève, entretenant les femmes de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, suggère quelques astuces. Nous avons suggéré que la femme puisse s'organiser en identifiant des priorités, en s'organisant mieux au niveau des horaires de travail, en s'occupant des enfants lorsqu'elles sont là. Des pistes qui seront certainement utiles à ces employés, épouses et mères de famille qui représentent 52% de l'effectif de la CNPS et 30% du comité de direction. Car l'harmonie entre le travail et le foyer constitue pour elles une véritable préoccupation. Il était bon qu'on en discute, qu'on en parle et que, bon, on sait que l'employeur sait, mais qu'on rappelle que, attention, il y a une frange de votre effectif qui a un besoin dans le sens de la prise en charge de sa vie familiale et de sa vie professionnelle. Voilà. Le souci est là, il est permanent et donc nous essayons de créer les conditions qu'on peut de façon réglementaire pour que la femme soit totalement épanouie à la CNPS. À l'occasion de leur rencontre annuelle, les femmes de la CNPS ont reçu la félicitation de la direction générale pour leur contribution au développement de l'entreprise. Et dans le domaine de l'agriculture, le Conseil régional de la Nawa vient d'initier une réflexion sur la redynamisation du secteur riz et la revalorisation de la chaîne des valeurs ajoutées riz décortiqué. Réflexion initiée par le Conseil en collaboration avec la coopération allemande à travers son projet d'adaptation au changement climatique. Thérèse Tapeyoboué. L'atelier a réuni les acteurs de la chaîne du riz, producteurs, transformateurs et commerçants, ainsi que les organes d'appui et de conseil au secteur du riz. Au centre de la rencontre, l'état de l'agriculture dans la région, des propositions des solutions afin d'améliorer la production au plan quantité et qualité, afin de faire de la Nawa à court terme le grenier de la Côte d'Ivoire. Ce projet, selon Joël Ondo, responsable agronome à la GIZ, est un pari possible vu l'engouement des acteurs du secteur et toutes les potentialités dont regorge la région de la Nawa en matière de terres cultivables et de main-d'œuvre. Il s'agira donc de sensibiliser les populations sur les nouvelles méthodes et techniques adaptées tant pour le riz des bas-fonds que le riz pluvial pour un rendement plus optimisé. Pour mener à bien ce projet, la NADER est plus que jamais prête à fournir aux acteurs non seulement les intrants agricoles, mais aussi un encadrement adapté aux nouvelles exigences climatiques. La présidente de l'ONG, Yobé Yenyo, estime pour sa part que cet atelier est une vraie aubaine pour les riziculteurs de la région quelque peu déboussolés ces dernières années à cause du manque de soutien et d'encadrement, mais aussi à cause de la non-maîtrise des nouvelles caractéristiques climatiques. Pour le représentant du président Alain Richard Donvaï, la redynamisation de l'agriculture vivrière et surtout du riz reste la préoccupation du président du conseil régional et le projet. La Nawa, grenier de la Côte d'Ivoire, est l'un des projets phares du conseil régional de la Nawa. Et hors de nos frontières et en images, l'avocat général de la Cour d'assises de Paris a requis la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Pascal Simbi Kangwa. L'ancien militaire rwandais est accusé de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Le ministère public a demandé la requalification des charges pour que l'accusé soit condamné en tant qu'auteur et non comme simple complice. Et en Algérie, le Premier ministre démissionne pour diriger la campagne de Bouteflika. Le président Abdelaziz Bouteflika qui a décidé de se présenter pour un 4e mandat à la tête de l'Algérie. Et puis, cette information en provenance de l'Afrique du Sud. Pretoria fait désormais un lien entre l'assassinat d'un opposant rwandais en début d'année et la tentative d'assassinat contre le général Kayumba, l'ex-chef d'état-major de l'armée rwandaise, réfugié en Afrique du Sud.
Le nombre des victimes de la guerre en Syrie a doublé en un an. 1 million d'entre elles vivent dans des ruines ou des zones assiégées sans accès à l'aide humanitaire. Le cas d'une génération d'enfants dévastés par le conflit syrien retient l'attention de l'UNESCO. Regardez. Le conflit syrien qui entre dans sa 4e année aura été particulièrement dévastateur pour les enfants. Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le nombre d'entre eux touchés par la guerre a doublé au cours de la 3e année, atteignant le chiffre de 5,5 millions. 1 million se trouvent toujours dans des zones assiégées par le régime et inaccessibles aux humanitaires, et 1,2 million sont désormais réfugiés hors du pays où ils vivent dans des conditions déplorables. Manque de nourriture et d'eau et accès limité, voire inexistant aux soins et à l'éducation. Même si certains ont la chance d'avoir quelqu'un pour s'occuper d'eux ou les faire jouer pour retrouver le sourire, comme ici dans le camp de Zartali en Jordanie, les traumatismes sont profonds et durables. Les enfants qui ont 5 ans, on va dire 4 ans et demi ou 5 ans, ils ont encore beaucoup de souvenirs de Syrie. Quand ils sont arrivés ici à la maternelle, ils avaient peur, ils étaient terrorisés. Sitôt qu'on s'approchait d'eux, ils se raidissaient et s'écartaient. Dans le camp de Ersal au Liban, on retrouve également nombre d'enfants ayant réussi à échapper au bombardement aveugle des villes, mais pas à l'immense détresse d'avoir perdu maison, école et pour certains parents, comme en témoigne cet homme sorti de Yabroud sous les bombes et les tirs d'artillerie. J'ai perdu ma maison et toutes mes affaires, je n'ai pu sauver que les enfants et venir. Celui-là, son père est mort, comment pourrais-je lui ramener? Avec les bombes, ils sont devenus fous. Pour l'UNICEF, avec plus de 10 000 enfants tués et des milliers de mutilés, c'est une génération syrienne sacrifiée et la guerre doit cesser pour que les enfants puissent rentrer chez eux et reconstruire leur vie. D'autres faits marquants de l'actualité dans le monde. Première destination, la Turquie, secouée par des manifestations. La police a interpellé mardi soir plus de 150 manifestants lors des violentes manifestations qui ont agité une trentaine de villes de Turquie pour dénoncer la mort de Berkin Elvan, un jeune de 15 ans. Grièvement blessé par la police en juin 2013, il est resté dans le coma 269 jours après une blessure à la tête par une grenade lacrymogène. Son décès a provoqué une vague de colère dans tout le pays. Il est devenu le symbole de la répression policière ordonnée par le Premier ministre Erdogan. Ces funérailles mercredi ont attiré une foule nombreuse chargée d'émotions venues de toutes les régions du pays. C'est la présidente du Sénat, Isabel Allende, fille de l'ancien président Salvatore Allende, renversé par un coup d'État en 1973, qui a remis l'écharpe présidentielle à Michelle Bachelet, qui a pris ses fonctions mardi au Chili comme présidente de la République. Michelle Bachelet avait déjà accédé à la magistrature suprême en 2006. Elle vient d'être élue pour un second mandat après un intermède de 4 ans. Désormais, 2 femmes sont à la tête des postes les plus importants du pays. Pour le 25e anniversaire des 3W qui ont révolutionné les communications par Internet, le créateur du web, Tim Berners-Lee, a appelé à la création d'une charte de l'Internet dans le cadre des récentes révélations sur l'importance de la surveillance gouvernementale. Il souhaite un Internet libre. Tim Berners-Lee, informaticien britannique, a développé le 12 mars 1989 l'acte de naissance des 3W alors qu'il travaillait dans un laboratoire du CERN en Suisse. Et c'est la fin de ces 13 heures. Demain, à la même place, Alvor Assakwame. Merci de votre fidélité.